Émission du 24 avril 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous vous présentons le deuxième reportage de la journaliste Laetitia Arnaud-Sicari sur les safer spaces des minorités culturelles LGBTQ+. Bonsoir Laetitia. Allô Kim. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement? Oui, j'ai les cheveux bruns bouclés, détachés, avec un chandail gris et des pantalons noirs. Et vous nous amenez où ce soir avec votre reportage? On va au Café Velo pour un événement de speed dating. Est-ce que c'était votre première expérience de speed dating? Non, je suis déjà allée à l'automne avec une de mes amies, c'était bien le fun. Bon, on découvre ça dans quelques minutes. Et puis tout de suite après, on va poursuivre la discussion avec Marlene Désir, fondatrice de Sweet Like Honey, qu'on va entendre justement dans le reportage. Bonsoir Marlene. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Oui, alors mes pronoms sont elle et IL. Je suis noire, je porte une casquette jaune, un petit top bleu et je suis pas grande, je suis 5 pieds. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Pour moi, faire partie des communautés, ça fait dire qu'il y a l'authenticité, c'est vraiment être soi-même, le respect, la diversité, aussi la curiosité et surtout d'une manière avoir, on dirait, une famille élargie. Parfait. On poursuit la discussion dans quelques instants. À la culture, ce soir, préparez-vous à avoir du plaisir parce que Mélodie Noël Rousseau nous parle du Festival Jouissif Montréal qui s'en vient début mai à Montréal. Elle aura aussi pour nous quelques suggestions de pièces de théâtre à aller voir prochainement. Et en deuxième moitié d'émission, nous recevons le coordonnateur des communications à la Coq-SIDA, René Légaré. On va faire le point sur la campagne I égale I qui se termine ces jours-ci. Et puis, on va finir en rire avec l'humoriste Charlie Morin qui vient nous présenter sa chronique humoristique. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée, où je préfère le pronom « elle ». Et ce soir sur scène, je porte une chemise carottée, bleu et vert, des jeans bleus, chaussures grises en simili-suède. Je ne sais pas si c'est du suède, mais je pense à sa agence. Et mon look de congé pascal pour le vernis tient la route. À peu près. J'étais paresseux. Il va en avoir un nouveau pour la semaine prochaine, je vous le promets. Nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Pas toujours facile, le dating, quand on fait partie des communautés LGBTQ+, et ce l'est peut-être encore moins quand on fait aussi partie, en plus, d'une minorité culturelle. C'est le sujet du deuxième reportage de la journaliste Laetitia Arnaud-Sicari. Rebonsoir, Laetitia. Rebonsoir. Alors, vous le mentionnez en tour de table, vous vous êtes rendu dans une soirée de speed dating lesbo-queer. Qu'est-ce qui vous a mené sur cette piste-là pour ce deuxième reportage? Quand je faisais mes recherches, je regardais beaucoup les organismes sur le site de Fierté Montréal. Puis je suis tombée sur Sweet Like Honey. J'ai contacté Marlene, on est allé prendre un café, puis elle m'a invitée à l'événement. Alors, on écoute ce reportage. Oui, tu peux mettre un petit crochet à côté de ton nom. Et si tu veux inclure ton... Trouver le grand amour, une amitié ou encore un moment de complicité éphémère. Qui sait ce qu'attend la vingtaine de personnes réunies au Café Velours, situé en plein cœur du quartier Villeray à Montréal. C'est le 14 mars et c'est soir de speed dating. Les participantes, issues de différentes communautés noires, ont répondu à l'appel de Sweet Like Honey qui organise l'événement. Voici Marlene, qui a fondé l'initiative en 2021. Alors, le but des événements, c'est de promouvoir les personnes racisées et aussi faire les connexions, comme ça on peut renforcer la communauté et montrer plus de représentation. J'organise des événements qui sont visés plus pour les personnes qui sont lesbo-queer, alors aussi si la personne est peut-être bisexuelle, pansexuelle. Hi, hello beautiful faces. Thank you all for coming. C'est le deuxième événement de speed dating que Sweet Like Honey organise. Le concept est assez simple.
C'est Marlene qui anime et aux 3 minutes, elle pose une question aux participantes. To start us off, our first question. So, in honor of Women's History Month, who is a Black woman that inspires you? Lorsque le temps s'écoule, les participants doivent changer de partenaire pour connecter avec le plus de personnes possible. All right, 3 minutes is up. I know, so fast. So, time again to do another switcheroo, so say bye to your new buddy. Ludivine connaît Marlene depuis 2 ans. Elle est venue lui donner un coup de main ce soir. C'est à travers un événement organisé par la communauté noire que les deux se sont rencontrés. Tellement une petite personne qui fait tellement des grandes choses pour la communauté de Montréal, c'est vraiment un événement qui était quand même marquant. Et depuis, on s'est rapprochés un peu plus, puis depuis, ça j'aide un peu les activités quand je peux, parce que c'est une personne qui fait tout ça. C'est beaucoup de choses, c'est vraiment impressionnant, mais c'est aussi, c'est difficile de demander de l'aide. Ludivine, qui est issue de la communauté ivoirienne, me raconte que ça ne fait pas si longtemps qu'elle baigne dans la communauté queer noire. C'est en allant à un strip night, un autre événement de Sweet Like Honey, qu'elle a commencé à explorer cette partie d'elle-même. Découvert qu'il y avait comme un monde queer à Montréal, queer et qui était noir. Le strip night, c'est quoi exactement? Marlene me l'explique lors d'une pause en 2 questions de speed dating. J'organise des événements lesbo-queer de strip club. J'engage mes propres danseuses. Mes danseuses, je les appelle des honeybees. Je les dis vraiment de créer leur propre histoire, personnalité, fantasme sur la scène. Souvent, pour celles qui ont de l'expérience et qui travaillent dans d'autres clubs, souvent c'est un peu plus difficile. Donc mes événements, je veux qu'ils soient capables d'être avec leur père, être avec leur communauté, être en plus capables de faire leur argent qui peut les aider à garder un toit par-dessus leur tête. Dans la communauté, des fois, nos travailleuses de sexe sont un peu mis de côté. Je retourne vers Ludivine. Je suis curieuse de connaître son point de vue sur les facteurs qui rendent un endroit soit safe, surtout dans le milieu queer du dating. Jamais être 100% safe. Safe ressemble à différentes choses pour différentes personnes. Je pense qu'au niveau des organisateurs, prendre le plus de mesures possible et aussi d'écouter leur audience. Et ensuite, c'est de s'assurer de toujours d'avoir du feedback et de justement d'honorer ce feedback. Je pense que ça prend aussi du temps. Ça prend de l'humilité, ça prend de la patience et aussi comme ça, l'écoute. Parce que c'est les personnes de ta communauté vont te dire ce dont ils ont besoin. Je pense que surtout pour la communauté queer à Montréal, la communauté lesbienne, la communauté saphique à Montréal, c'est pas des événements qui arrivent souvent. C'est bien d'avoir des événements où tu peux trouver les personnes de ta communauté. Les sites de rencontres, par exemple, Tinder et tout, c'est pas nécessairement toujours safe parce que c'est des plateformes qui sont pas faites, par exemple, par des personnes qui sont de la communauté. C'est à 12 ans que Marlene a réalisé qu'elle avait une attirance envers les femmes. Au tout début, elle croyait qu'elle était bisexuelle. Vraiment, je pense que ça fait juste quelques années, peut-être à peu près 4 ans maintenant, que j'ai su, même 3-4 ans que j'ai su vraiment que j'étais lesbienne. Mais à cause j'ai grandi dans un environnement haïtien et chrétien, c'est pas bien vu. Alors là, j'essayais d'un peu nier ça envers moi-même. Mais après ma première relation, être en couple avec une femme, j'ai réalisé que c'est vraiment ça que je suis plus confortable. Depuis, elle a beaucoup réfléchi sur ses expériences vécues avec des hommes. Elle a réalisé qu'à bien des égards, la logique a primé sur le cœur. Ça m'a fait réaliser que souvent, les expériences que j'avais, c'était plus parce qu'on dirait que la société voulait pour moi. Alors, au lieu d'être juste attirée aux hommes, parce que vraiment, comme je suis vraiment tombée en amour avec, c'était un peu plus logique, comme « Ah, je pense que c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, la personne a une bonne job. » Et puis, je sais que la société dit ça, c'est quelqu'un qui a genre, des bonnes qualités, alors ça fait du sens que je serais avec. Avant de quitter l'événement, j'approche un duo de participantes pour leur demander leur impression sur la soirée. La première, Claire, est originaire des Caraïbes
et s'est établie à Montréal il y a 9 ans. Du début à la fin, c'est que c'est un endroit qui est bienveillant. Okay, donc tu te sens bien, les gens sont pas méchants, les gens sont souriants. Même si ça ne fit pas, même s'il n'y a pas de connexion, tu te sens à ta place. A-t-elle fait des rencontres ce soir? Mais sur la fin, un peu plus, mais pas au point que je demande le contact de la personne. Mais je pense on devrait avoir plus d'événements comme ça. Le concept, mettons, de dating, c'est quand même, faut être courageux. Hein. Il y a des gens qui sont venus tout seuls. Pour ma part, j'aurais pas pu venir toute seule. L'autre participante, qui préfère taire son prénom par peur de représailles, est fraîchement débarquée au Québec de la Guadeloupe. Elle me confie qu'elle avait quelques inquiétudes en début de soirée. Parce que c'est la première fois que j'en fais un. En tout cas, pas professionnel, on va dire. Je ne savais pas trop qui j'allais rencontrer, je ne savais pas trop quel type d'ambiance ça allait être. Et je suis vraiment contente parce que je trouve que le café a été très bien choisi, c'est très cosy. C'est hyper bienveillant. Les personnes que j'ai rencontrées ont toutes été super sympas. Tant que je suis au Canada, je trouve que c'est difficile de rencontrer des personnes et d'être comme « T'es-tu queer? » Tu vois? C'est un peu étrange pour moi, donc je ne sais pas trop par où commencer. Par exemple, une des personnes que j'ai rencontrées ce soir m'a dit quelque chose de très intéressant parce que je partage son avis. Elle me disait que c'est difficile qu'elle ait un point dans sa vie où elle a besoin de ça parce que c'est difficile de faire partie d'une communauté en plus d'être queer, donc c'est comme si on nous acceptait dans la moitié de notre identité. Avant de quitter la soirée, elle me confie sur une autre note. Into the next. Merci Laetitia pour ce deuxième reportage. Encore une fois, on y découvre et on entend des voix trop peu entendues, des voix pertinentes aussi. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Maline Désir, fondatrice de Sweet Like Honey. Je vous observais durant la diffusion du reportage et vous aviez le sourire aux lèvres. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre toutes ces personnes? Ça me rend très chaud au cœur. C'est une raison pourquoi je fais les événements que je fais, vraiment d'entendre que les personnes se sentent représentées, se sentent comme si ils ont une place où ils peuvent être avec les uns et les autres, qu'il y a des belles connexions qui se passent ensemble. Puis j'entends la joie aussi pendant qu'ils parlent, alors je suis très satisfaite. Vous avez fondé cette initiative en 2021, c'était en pleine pandémie. Qu'est-ce qui vous a incité à ce moment-là à partir cette initiative? Alors, je pense que la plupart des personnes peuvent se reconnaître que, surtout pendant la pandémie, la plupart d'entre nous, on était quand même très isolés, on devait rester chez nous, même le travail, on était isolés. Alors là, en plus, oui, il y avait l'isolement physique, mais là, quand une personne queer, une personne racisée, là, c'est comme s'il y a d'autres enjeux. Puis là, souvent, tu peux te sentir très seul. Il y a beaucoup de personnes pendant la pandémie qui peut-être ont fait leur coming out. Et là, on dirait que tout le monde se cherchait à travers les réseaux. Puis, même en regardant qu'est-ce qui existait déjà avant la pandémie, il y avait quand même une grande manque de représentation. Comme si on pensait on n'était pas plusieurs dans la ville. Et finalement, on est peut-être des centaines. Et là, c'était nécessaire. Même moi, je me sentais isolée et seule. Et je trouvais que c'était important pour moi de trouver d'autres personnes. Et comme ça, on pouvait faire de belles connexions. Est-ce que la réponse a été rapide, immédiate? Est-ce que vous avez réussi à établir un contact avec plusieurs personnes ou ça a pris quand même quelques temps avant de construire ce réseau, ce groupe? Alors, avant d'avoir commencé les événements, j'avais fait une page Facebook. Et de là, de tous les jours, de plus en plus de personnes. Au point qu'il y a un moment, il y avait genre 400 personnes. Alors là, ça a aidé. Et de là, quand j'ai décidé de faire l'événement, j'ai vraiment dit à tout le monde d'en parler dans leur réseau. Et même s'il y avait de la pluie, puis c'était dehors pendant la première événement, beaucoup de personnes sont venues, peut-être autour de 70 personnes. Et de là, moi, je pensais vraiment juste à faire un seul événement, puis plusieurs personnes m'ont contacté après en me disant « C'est quand le prochain? On en veut d'autres. » Et oui, alors là, en juin, ça va faire 3 ans. Et en plus de jouer les entremetteuses pour les soirées de speed dating, vous travaillez aussi avec les travailleuses du sexe. Qu'est-ce que vous faites pour les aider, les accompagner dans leur réalité? Alors, ici à Montréal, on a des strip clubs, mais on n'a aucun strip club qui est plus lesbo-queer. Alors, souvent,
dans notre communauté, on a des travailleuses du sexe et aussi qui sont lesbo-queer aussi et racisées. Mais là, pour faire leur argent, souvent, ils doivent juste être dans des clubs où il y a juste des hommes hétéros et souvent, ils ne sont pas toujours bien traités. Alors là, ça serait souvent, ils se disent comme ça serait bien d'être avec d'autres personnes de notre communauté, de faire des performances pour eux et que notre communauté aussi les aide avec leur bien-vivre. Alors quand ils viennent à mes événements, je suis toujours sûre d'avoir plusieurs collations, beuvrage. Vraiment, c'est nos stars. Comme disons, je dis à tout le monde, si vous venez, c'est parce que vous voulez donner votre argent, applaudir, les encourager. Alors, souvent, c'est pas très silencieux pendant l'événement. Donc, si on a un honeybee qui est sur la scène, on va entendre des ouh, puis tout. C'est vraiment une très belle audience et ça fait qu'ils se sentent vraiment respectés, aimés. Puis, c'est pas juste le fait d'enlever, de se dénuder, mais vraiment la performance. Vraiment, des fois, il y a même des costumes, puis l'énergie. Et chaque honeybee amène quelque chose d'unique et de spécial. Les honeybees, c'est... Mes danseuses. Les danseuses, parfait. Quelles sont les prochaines activités, justement, avec Sweet Like Honey? Alors, très bientôt. Alors, cette semaine, c'est la semaine de la visibilité lesbienne. Alors, samedi, il y aura le after party du réseau de lesbiennes du Québec. Alors, il va y avoir Sweet Like Honey, Blush, The L9s and Let's Spread the Word. On fait une collaboration au bar L'Idéal. Et alors, ça va être une partie dansante, très le fun. Et dimanche, Sweet Like Honey, on fait une discussion. Il va y avoir 3 lesbiennes racisées qui vont parler de leur expérience, partager des anecdotes. Souvent, on n'a pas assez de représentation. C'est gratuit. Si les personnes veulent y assister, ça va être au Shift Center de 13h30 à 16h. Et si on souhaite avoir plus d'informations sur Sweet Like Honey, est-ce que vous avez un site Internet, les réseaux sociaux? C'est quoi le meilleur canal pour vous contacter? Alors, pour suivre tout ce qu'on fait, alors c'est mieux de nous suivre sur notre page Instagram Sweet Like Honey MTL. Et il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, des belles collaborations avec d'autres collectifs et le fait qu'on va fêter nos 3 ans en juin. Bien, merci beaucoup. Bon anniversaire à venir. Marlène Désir, cofondatrice de Sweet Like Honey. Merci aussi à Laetitia Arnaud-Sécari, journaliste indépendante. Je rappelle que cette série de reportages est rendue possible grâce aux bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec. D'ailleurs, il y a plusieurs membres de l'AGIC présents ici ce soir pour leur 6 à 8 mensuels. Merci pour votre présence. On est très contents de vous avoir ici avec nous. Merci à vous deux sur scène. Merci beaucoup. Moi, je vais fermer mon classeur et ouvrir le prochain. Oui, alors, c'est le grand retour. Bien, tout le temps retour, mais tu n'étais pas partie très, très longtemps, Mélodie, mais c'est juste que tu avais plein de projets. Mélodie Noël Rousseau, bonsoir. Oh, on va ouvrir ton micro, ça va aller mieux? Yes, bonsoir, bonsoir. Excellent. Est-ce que tu peux te décrire parce que tu es splendide? Ah, c'est gentil. Mais d'abord, il y a ma coupe champignon qui est fraîchement coupée là, au rasoir. Là. Et aussi, j'ai une salopette très printanière, des grosses fleurs rouges, vertes, oranges. Ça met de la vie. C'est très coloré, c'est très beau. C'est la première chose que je t'ai dite quand je t'ai vu ce soir dans le bar. Donc, tu as terminé plutôt ce mois-ci ta série de spectacles Explosion. C'était à la salle de Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Puis après, ensuite, tu es parti en virée dans l'Est du Québec pour présenter Ciseaux. Comment tout ça s'est passé? C'était merveilleux. La réponse du public était au-delà de nos attentes. Mettons, parlons d'Explosion. C'était vraiment
un énergumène dans notre parcours de pleurer dans la douche. Puis on est vraiment heureuse de comment ça a été reçu. Ensuite, ben là, c'était du bonbon d'aller virer dans l'Est jusqu'à Caraquette, aller présenter Ciseaux. Et le crabe était plus tôt cette année, donc on a pu savourer du délicieux crabe. Vous vous êtes gâtés. Oui, oui. C'est ça que je retiens. Puis la chaleur des gens. On oublie, hein, la chaleur des gens au Nouveau-Brunswick. On les aime. Alors, on vient d'en parler avec Marlène Désir de la Journée de visibilité lesbienne. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus parce que tu es co-porte-parole pour une deuxième année avec ta conjointe Geneviève Labelle. Officiellement, c'est le 26 avril la journée, mais cette année, les célébrations auront lieu le lendemain, le samedi 27 avril. Ça se passe au Bain Mathieu à Montréal. Pourquoi c'est important pour toi de reprendre ce mandat? Bien, d'abord, c'est important, oui, mais c'est surtout un honneur d'être porte-parole pour une cause qui nous tient à cœur, à Geneviève et moi. La visibilité des personnes lesbo-queer, ça s'est vraiment imposé dans notre pratique artistique. Notre art est devenu, malgré lui, et très heureusement, militant et célébration de nos identités. Puis d'être porte-parole, ben, pour une deuxième année, c'est comme une petite médaille là, que j'accroche sur mon cœur. Cette année, la campagne nationale s'intitule « Habiter l'espace ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bien, ça fait partie des grands enjeux, hein, habiter l'espace. On est invisible, on n'a pas de lieu. Dans les années 80, il y avait des bars, des librairies, des imprimeries, un centre communautaire, puis tout ça a disparu. Mais dernièrement, on voit un certain renouveau, justement. On parle des événements pop-up comme Sweet Like Honey. Il y a aussi Queen and Queer Blush Party qu'on a parlé, L Nights, etc. Il y en a plusieurs. Allez vous abonner. Ils font des choses merveilleuses. Dans les lieux physiques, on a la librairie Le Guillion, on a le bar Champs, l'Idéal. Donc, tranquillement, là, on voit ces lieux-là revivre. Et parfois, on nous demande, est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui des lieux saphiques? Bien, à ça, on répond que tant qu'il y aura de la discrimination, il faut des lieux à nous où on se sent libre d'être nous-mêmes entièrement. Et si jamais vous voulez voir aussi ce que le Réseau des lesbiennes du Québec a préparé pour cette campagne, elles ont mis en ligne des citations de femmes lesbo-queer inspirantes, en fait, qu'on peut retrouver sur leur Instagram, entre autres. Donc, on vous souhaite un bon party samedi. J'y serai pour recueillir quelques témoignages. Donc, on va présenter tout ça à l'émission la semaine prochaine, là, avec un petit montage. Mais là, parlons de théâtre. Oui. C'est la saison des lancements, des programmations. Oui, ça a commencé à sortir. Je ne sais pas si vous êtes abonné à certains théâtres, mais là, ça commence à envahir nos boîtes courriels. Ça fait plaisir à voir. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ma première chronique à tous, on parlait d'un certain renouveau au niveau des directions artistiques des théâtres. Donc là, je vous invite vraiment à aller découvrir l'offre théâtrale parce que c'est la signature de ces nouvelles personnes-là qui vont refaçonner le visage du théâtre au Québec. C'est bien excitant. Et là, en attendant de découvrir tout ça ensemble l'année prochaine, oui. Tu as une invitation coquine pour nous. Très coquine par applaudissement. Est-ce que certaines personnes ici connaissent le Festival Jouissif Montréal? Ah oui, 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 je vois des applaudissements, Puis, c'est des petits applaudissements gênés parce que c'est un petit bébé festival. Ça fait 2 ans que ça existe, c'est la 2e édition seulement. Et juste pour faire un historique, parce que c'est quand même né dans une drôle de situation, c'est né d'une mésaventure. Il y a Alexis Genta, qui est un artiste visuel, qui s'est inscrit à une exposition coquine. Et au final, c'était une fraude. Puis il y a beaucoup d'artistes qui ont perdu de l'argent dans cette histoire-là qui est arrivée. Puis finalement, ils se sont dit, en mars 2023, Alexis Genta et Nadia Cardin, « Hey, est-ce qu'on crée notre propre événement? » Et seulement 3 mois plus tard, le Festival Jouissif est né. Donc, c'est assez impressionnant qu'ils ont réussi à monter tout ça en 3 mois seulement. Ils ont créé un espace permissif pour les artistes. C'est aussi l'occasion de s'initier à différentes pratiques érotiques. On peut écouter Alexis à ce sujet. Ce qui a aussi marché, c'est les ateliers où les gens ont dit, mais on peut enfin voir ce que c'est qu'un donjon comme l'Opale, par exemple, ou voir du shibari avec tension, sans pour autant être obligé de payer, juste voir et ça, faire un premier pas vers ces événements-là et découvrir ce que c'est. Et vous doutez bien, oui, que si ça revient, c'est parce que la première édition fut un réel succès. Écoutons Nadia Cardin. La réception était super bonne à la première édition. On a eu 600 personnes durant la journée pour le marché, les ateliers. Puis à la soirée, on était 200.
Puis ce qui nous a donné le plus envie de continuer, c'est la réaction des gens qui sont venus nous voir. Hey, merci. Surtout les artistes de dire, je me sens vraiment, je pense à certains artistes qui font plein de marchés comme Etsy ou des trucs comme ça, qui disent c'est bien, c'est une belle vitrine, mais je peux pas mettre tout ce que je fais comme art parce que ce qui est 18 ans et plus, je le cache, je le mets. Puis elle dit là, j'ai comme un lieu où je peux être 100% tout ce que je suis comme artiste. Alors, à quoi on peut s'attendre pour cette deuxième édition? Une belle programmation? Oui, oui. Puis les gens ont répondu à l'appel. Donc, on a une très belle exposition, un marché avec plein d'artisans et des ateliers. Ça va se passer le samedi 4 et le dimanche 5 mai de 11h à 17h au Bain Mathieu. C'est gratuit, l'entrée, donc c'est ouvert à tous. Il y a l'introduction au shibari, de la sérigraphie, introduction sur le BDSM. Il y a aussi fabrication de son flog. Bref, allez voir ça. La programmation complète est disponible sur leur site web. Le samedi soir, c'est la soirée payante, une soirée festive style cabaret qui est animée par nul autre que la reine du soir, Sacha Baga. Elle est accompagnée de burlesque, de drag king, Queen. On a Mad Rose, Iggy Zub, Miami Minx, Infernal Desires, des artistes hauts en couleur, Nico Luby, Matt Ryan, Lady Boom Boom et Cherry Top. Il va falloir que j'y aille parce qu'il y a des mots là-dedans que je connais pas. Je suis seul à pas connaître flog. Ah, mais non, mais t'es pas tout seul. Puis c'est ça qui est beau, c'est que tout le monde peut aller s'informer, découvrir des choses merveilleuses. Mais je pense que c'est un petit fouet. Puis ça va être fait en petite corde à danser. C'est adorable. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Là. Moi, je suis bien énervée. Il faut y aller pour apprendre qu'est-ce que c'est. Oui. Donc ça, c'était le samedi. Le dimanche? Oui. Le dimanche, il y a un bingo animé par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Alors, c'est l'aspect communautaire du festival. Ensuite, ça poursuit avec libertinage, performance et intimité. Il y a un atelier d'introduction au shibari aussi le dimanche. Et aussi, il y a une rencontre kinky, une date de dessin. Je vous en dis pas plus, allez lire le site web là, pour vous émoustiller. Et il y a peut-être aussi des mots qui peuvent intimider, créer un inconfort, mais sachez que tout le monde est la bienvenue, que vous soyez très ou très peu familier avec tout cet univers érotique. À nouveau, on écoute Nadia Cardin. C'est vraiment un festival qui se veut par le biais de l'art, mais aussi décontracté, drôle, fun, amusant. C'est un lieu sécuritaire aussi, où il y a la diversité mise de l'avant, où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement, puis on est là juste ensemble pour découvrir, puis se sentir soi-même, puis que c'est ouvert à tout le monde. Donc, en journée, l'accès est gratuit. Puis si vous voulez les encourager de façon monétaire, c'est par le biais des billets de la soirée jouissive, le 4 mai, ou encore en achetant un merveilleux cahier à colorier. C'est une nouveauté cette année. Et on sait à quel point colorier, ça peut détendre. Oui. J'ai des amis qui aiment ça aller être colorier pour se détendre. Donc, 4 et 5 mai, ben Mathieu, tu as aussi quelques autres événements culturels à nous suggérer pour les prochains jours, prochaines semaines. Oui. Alors, mon petit œil queer a spoté Un cœur habité de 1000 voix qui est à Espace Go jusqu'au 28 avril. Un texte de Marie-Claire Blais, grande autrice pour qui l'identité de genre et les existences queer sont des thèmes chers. Marie-Claire Blais qui nous a quittés en 2021. Son texte est adapté par Kevin Lambert. Et à la mise en scène, c'est Stéphanie Jasmin et Denis Marleau. Du côté du centre de théâtre du théâtre d'aujourd'hui, ça débute ce soir et jusqu'au 3 mai. C'est Pisser debout sans lever sa jupe d'Olivier Artaud du Théâtre Cata, que tu as eu le plaisir de voir d'ailleurs. Je l'ai vu l'an dernier et juste pour un des derniers costumes sur scène, ça vaut la peine. Moi, je voudrais ce costume dans ma garde-robe. Malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je comprends pourquoi, parce que le spectacle est à nouveau présenté. Mais oui, il est repris une flamboyante bande à découvrir et à redécouvrir. Nommons entre autres Lucie M. Constantino, qui est la co-directrice artistique du Théâtre Cacta avec Olivier Artaud. Il y a Ariel Charest, Zoé Tremblay-Bianco, Jory Pedneau, qui signe d'ailleurs la musique de notre podcast. Et finalement, du côté d'Espace Libre, il y a Rire du NTE jusqu'au 4 mai. Je le mentionne parce qu'il y a Anne-Sara Charbonneau qui fait partie de l'équipe. Et cette personne a fait des chroniques humour ici. Elle devait. Elle devait, mais elle a d'autres engagements, mais elle aimerait revenir. Ben voilà l'engagement qui devait la tenir très occupée. Et je souhaite donc que pour la saison 2 de Tous, on puisse la recevoir. Mais le message est lancé. Je suis content que tu en parles comme ça. Si elle écoute le balado, peut-être qu'elle se sentira interpellée pour rejoindre l'équipe. Yes. Bon, ben j'envoie le souhait dans l'univers. Mélodie Noël Rousseau, chroniqueuse en théâtre, art de la scène. Merci beaucoup pour cette belle présentation aujourd'hui. On se revoit très bientôt. C'est toujours un plaisir.
Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Le comité de sages s'apprête à rencontrer au cours des prochaines semaines plusieurs organismes LGBTQ+, dans le cadre de ses travaux sur l'identité de genre. Bon nombre de ces organismes attendent depuis un moment déjà de faire valoir leur point de vue, et c'est donc avec un certain malaise, voire indignation, qu'ils ont appris que le comité de sages a déjà discuté avec des groupes transphobes, comme Ensemble pour protéger nos enfants, le mouvement derrière les manifestations anti-LGBTQ+, de septembre et octobre dernier. La coalition Nous ne serons pas sages a dénoncer ce calendrier de rencontres. Au Bas-Saint-Laurent, l'organisme La Débrouille lance un groupe de soutien pour aider les personnes LGBTQ+, et bispirituelles victimes de violences entre partenaires intimes. Une première rencontre aura lieu à Rimouski le 30 avril en soirée et il y en aura une chaque dernier mardi du mois. Ce sera l'occasion de briser l'isolement, tisser des liens avec des personnes qui ont connu une réalité similaire et diminuer le sentiment de honte et de culpabilité. Il est possible de s'inscrire sur le site Internet de La Débrouille. Les Américains LGBTQ+, sont plus à risque de subir les contre-coups des changements climatiques, selon un nouveau rapport du Williams Institute. L'École de droit de l'Université de Californie à Los Angeles a analysé les données tirées du recensement et conclut que les 15 comtés avec la plus grande proportion de couples homosexuels sont tous situés en région côtière ou urbaine, et ces zones sont plus à risque de vivre des épisodes météorologiques extrêmes comme des vagues de chaleur ou des inondations. Comme vous le savez, Toust est une production de l'Info pour tous, un nouvel OBNL créé l'été dernier qui a pour mission de diffuser de l'information sur les communautés LGBTQ+, selon des principes de déontologie journalistique. Or, pour mener à bien cette mission, il faut des sous. Donc, pour diversifier nos sources de revenus, eh bien, nous faisons appel à vous, cher public. Dès cette semaine, Toust sera disponible sur la plateforme Patreon, où vous pouvez souscrire à un abonnement payant pour avoir accès à du contenu exclusif. Donc, depuis la fin de l'automne, après chaque émission, on poursuit la discussion avec les invités et les auditoristes sur place, ici à la Taverne Le Normandie. Parfois, on approfondit certaines questions, des fois, on en aborde d'autres. Il y a aussi le public qui est invité à partager des témoignages. Alors, dorénavant, ces échanges seront enregistrés en audio seulement et mis en ligne sur Patreon pour les personnes qui nous soutiennent financièrement. Il y a 2 niveaux de contribution possibles. Le premier, donc, vous donne accès à cette conversation. Et le deuxième vous donnera en plus un accès exclusif au tirage ponctuel de billets de spectacle et de livres qu'on aura couverts à l'émission. Je précise que ce sont mes premiers pas avec Patreon, comme c'était le cas avec TikTok l'automne dernier. Alors, ça se peut que ça me prenne quelques semaines pour maîtriser toutes les fonctionnalités. Je sais que Charlie Morin est un expert de Patreon. La Kim est vieille, mais vaillante. Elle va y arriver. Au pire, je t'appellerai pour avoir un peu de soutien. Toujours là pour toi. Merci beaucoup. Alors, mais merci à l'avance pour votre soutien. Et puis, c'est ça, on se retrouve sur Patreon. Ah ouais! I égale I. Peut-être que vous avez vu ces 3 caractères apparaître sur vos écrans de télé dans les dernières semaines. Ça signifie indétectable égale intransmissible. C'est une campagne d'information menée par la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, la COQ-SIDA, pour sensibiliser la population aux plus récentes découvertes scientifiques dans la lutte contre le VIH. Alors, pour en parler, nous recevons le coordonnateur des communications à la COQ-SIDA, René Légaré. Bonsoir. Salut. Est-ce que c'est possible de vous décrire et de nous partager vos pronoms? Oui, donc, et lui pour les pronoms, et donc je suis un homme dans la cinquantaine, donc aujourd'hui tout habillé de noir, donc, et c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Pour moi, faire partie des communautés, donc c'est première des choses d'être fier, d'être qui on est, donc de s'accepter tel qu'on est. C'est aussi donc d'accepter tout le spectre des différences qu'on a au sein de nos communautés. Et je dirais donc c'est faire un pied de nez à l'hétéronormativité. Alors parlons d'abord de ce que ça signifie exactement indétectable égale intransmissible. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par indétectable? Le terme indétectable laisse entendre que la personne qui vit avec le VIH a une
quantité de virus dans son sang qui n'est pas détectable par les machines, les technologies actuelles. C'est que, donc, et en étant très faible, la quantité de virus dans le sang, ça fait en sorte que ça ne se transmet pas. Alors, quand on parle de niveau faible, on parle de quoi? Là, si on peut quantifier? Donc, c'est en bas. Donc, ici, nos tests analysent jusqu'en bas de 20 virus donc, par millilitre de sang. Donc, et donc, on considère que le risque donc, d'infection est au-delà de 200 virus par COVID. Donc, ça veut dire que du moment que tu es indétectable, bien, il n'y a vraiment pas de chance de transmettre le VIH. Et comment on est arrivé à ces conclusions-là? Parce que c'est quand même des conclusions appuyées sur des recherches, là. Oui, tout à fait. Donc, ça a pris des années avant qu'on réussisse à dire à avoir cette notion-là. C'est apparu en 2008, donc suite à une publication de la santé publique suisse. Et de là, il y a plein de recherches qui ont été entamées et qui ont démontré au-delà de 128 000 relations sexuelles dans des couples sérodifferents, c'est-à-dire qu'une personne vit avec le VIH et l'autre est séronégative. Sur les 128 000 relations sexuelles, il n'y a eu aucune transmission du VIH. Et dans ces 128 000, on compte 82 000 relations relations entre hommes gays. Donc, alors, c'est quand même une grande recherche, là. C'est un grand échantillon. N'est-ce pas? Et c'est sorti en quelle année, les résultats de ces études-là? C'est 2016, si je me souviens bien, donc, que c'est sorti. Donc, il y a eu 8 ans entre un premier avis de la santé publique, c'est en Suisse. 8 ans plus tard, on a des recherches, je ne vais pas dire nécessairement empiriques, mais quand même à grande échelle. Est-ce qu'on sait pourquoi ça a pris autant de temps? Bien, je dis autant de temps. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu 8 ans entre ce premier avis et des conclusions beaucoup plus affirmées? Bien, ça prend toujours du temps à faire des recherches, c'est la première des choses. Donc, deuxième des choses que je dirais, donc, je pense que le caractère très, 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 très stigmatisant entourant le VIH fait en sorte qu'on devait prouver plus blanc que blanc. Donc, c'est comme là, donc les recherches ont allé chercher un nombre de relations sexuelles très élevé pour pouvoir démontrer I égale I. Puis on regarde juste au niveau des hommes gays, 82 000 sur 128 000 relations sexuelles. Donc, on a comme la part du gâteau, disons. Donc, les 3/4 des relations sexuelles ont lieu au sein de couples gays. Donc, là encore, c'est comme pour vraiment pouvoir démontrer le fait. Donc, on va en avoir le plus possible. Donc, Parce qu'en 2008, quand il y a eu cet avis de la santé publique suisse, ça n'a pas été super bien reçu, là, et même dans le milieu de lutte contre le VIH. Surtout dans le milieu de lutte contre le VIH. Donc, pourquoi? Les réactions ont été très fortes parce que la plupart des scientifiques laissaient entendre qu'on allait trop vite donc, par rapport à cette information-là. Sachez qu'on sait déjà depuis le début de l'épidémie qu'il y a des cas de non-transmission de VIH dans des contextes où est-ce qu'il aurait dû avoir une transmission. Puis il n'y en a pas eu. Donc, mais sauf que c'était ici et là, c'était une relation, où c'était peu de relations sexuelles. Donc, mais c'est d'arriver avec cette affirmation, de dire publiquement, on ne transmet pas le VIH dans tel et tel contexte. Donc, ça a pris la Suisse pour débloquer le milieu VIH et qui se décide à faire des recherches pour le démontrer par la suite. Et cette, je ne vais pas dire réticence, mais cette prudence, on l'explique comment? Parce qu'il y avait une peur quand même là, d'annoncer ces conclusions-là publiquement. Bien, c'était un peu dangereux pour tout scientifique de dire que tu ne transmets pas le VIH. Puis, en fait, je vois un médecin qui dit à une personne, tu ne transmettras pas le VIH, puis il transmet le VIH donc, par la suite. Donc, ça peut entraîner des conséquences assez graves, autant pour les scientifiques que pour la personne qui se font dire qu'il n'y a pas de transmission du virus en soi. Et aussi, il y a une peur du virus qui existe depuis qu'on a identifié le virus. Est-ce que cette peur-là peut avoir un rôle aussi? Sur quoi? Est-ce que cette peur-là a pu avoir un rôle sur qu'on disait être plus blanc que blanc, là, sur la prudence affichée? Moi, je dirais probablement oui. Donc, ça peut avoir un effet, un impact. Donc, faut déconstruire les peurs. Hein. Donc, une peur, c'est pas quelque chose que... C'est pas parce que tu dis à quelqu'un d'arrêter d'avoir peur qu'elle va arrêter d'avoir peur. Donc, c'est comme déconstruisons les peurs, ça prend du temps. Donc, et c'est ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et c'était aussi la même chose dans le milieu VIH. Donc... Parce que la peur était aussi un moyen de prévention dans les années 70-80, parce qu'on n'avait aucun traitement, on connaissait très peu sur le virus. Oui, c'était vraiment l'outil utilisé pour communiquer donc, auprès des populations concernées. Alors maintenant qu'on a ce I égale I, indétectable égale intransmissible, qu'est-ce que c'est venu changer pour les personnes séropositives? En fait, donc c'est une très grande nouvelle parce que pour les personnes vivant avec le VIH, donc on se ramasse avec le fait que
de savoir de ne pas transmettre le virus, c'est d'éliminer cette peur de le transmettre. Donc, les personnes vivant avec le VIH ont toute peur de transmettre le virus. Donc là, ils ont enfin une bonne nouvelle après 30 ans de lutte, donc 30 ans d'épidémie. Donc, c'est vraiment la nouvelle importante. Je vous amène sur le terrain des applications de rencontres, parce que le I égale I, on le voit de plus en plus sur les applications de rencontres. Moi, j'ai longtemps refusé d'inscrire mon statut séronégatif sur mon profil, parce que j'avais l'impression que c'était une manière de créer de la pression sur les personnes séropositives, de l'inscrire. J'appréhendais en fait une augmentation de la stigmatisation des personnes séropositives. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Là, je vais mettre un autre chapeau. Je vais mettre mon chapeau de personne vivant avec le VIH. Donc, je suis quelqu'un qui a utilisé les sites de rencontres pendant des années. Donc, et pour moi, la chance de pouvoir dire que j'étais séropo dès le début, donc, me permettait d'avoir déjà un premier filtre quand les gens venaient à moi. Donc, je me disais que les gens avaient lu mon profil et donc ils savaient que je vivais avec le VIH. Ça éliminait donc le fait de devoir me dévoiler. Donc, pour moi, ça, c'était comme très positif. C'est ajouté à ça, donc, depuis des années, on peut donc aussi cocher indétectable sur les sites web, sur les sites de rencontres. Puis ça, donc, quelque part, je trouve ça encore très intéressant car ça nous oblige... En fait, donc, ça permet de connaître la notion d'indétectabilité. Et c'est vrai que c'est quand même ça m'oblige... Il y a comme un dévoilement qui se fait à travers ça, mais c'est un dévoilement pour moi qui est positif et qui ne m'a jamais nuit, donc, dans mes recherches de relations. J'aimerais qu'on glisse un mot sur la criminalisation de la non-divulgation du statut de séropositivité. Je sais que vous avez un collègue à la Coxida qui est beaucoup plus expert que vous dans le dossier. Alors, on aura l'occasion, dans une autre émission, de l'inviter et d'aborder le projet en profondeur. Mais brièvement, que dit la loi actuellement et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change? Donc, actuellement, donc, au point de vue juridique, ce que dit donc, la jurisprudence en soi, c'est que pour une personne vivant avec le VIH, elle n'est pas obligée de dévoiler son statut si elle porte le condom et si elle a une charge virale indétectable depuis une période de 6 mois. Donc, et ça, c'est vraiment la base pour ne pas avoir à dévoiler. J'espère qu'éventuellement, que I égale I va changer la donne. En fait, on le voit déjà un peu, donc on a de moins en moins de poursuites et aussi de moins en moins de cas de criminalisation au Canada. Et donc, on pense que I égale I donc, aide donc, justement donc, à vraiment décider si on poursuit donc, une personne et si on la criminalise donc, à la fin. Parlons de la recherche sur les traitements. Ça fait des décennies que la communauté scientifique mondiale cherche un remède au VIH. Ça fait quand même un moment qu'on est parlé de plusieurs pilules par jour à une seule, donc la trithérapie qui est devenue une pilule quotidienne. Là, il y a d'autres options qui sont à l'étude, comme les injections. Les recherches sont en cours. Ça changerait quoi dans la vie des personnes séropositives d'avoir accès à des injections plutôt qu'un médicament quotidien? Oui, c'est ça. Les traitements par injection, on parle de traitements par injection de longue durée. C'est-à-dire que donc, ça prend un certain laps de temps avant d'être éliminé dans le sang. Donc, tu as une injection au début aux 2 semaines, puis après ça, tu vas tomber aux 2 mois avec la molécule actuellement disponible. Et donc, ça veut dire que pour la personne vivant avec le VIH, tu peux peut-être oublier donc, le fait que tu vis avec le VIH. Ça peut te sortir le VIH de la tête au quotidien et te le rappeler seulement donc, une fois donc, aux 2 mois, donc, quand tu vas voir ton médecin pour avoir ton injection de médicaments. Et puis, bon, là, on parle de traitement, mais il y a aussi la prévention. Il y a la prophylaxie pré-exposition, la PrEP pour les intimes, qui permet aux personnes séronégatives de se protéger contre la contraction du VIH. Selon vous, quelle place devrait occuper la PrEP dans tout le contexte de I égale I? C'est une place très importante. Donc, I égale I, ça s'adresse surtout donc, aux personnes vivant avec le VIH, donc et à leurs partenaires, pardon. Donc, la PrEP, c'est vraiment pour les hommes séronégatifs, pour les personnes séronégatives. Mais malheureusement, donc, elle est sous-prescrite. Donc, et également, le milieu médical ne connaissent pas beaucoup. Donc, la PrEP, donc, c'est ça. Donc, elle est moins discutée avec les patients. Donc, ça mériterait que tous les hommes gays qui sont actifs sexuellement et qui, donc, ici et là, donc, ne portent pas le condom ou ne veulent pas porter de condom, bien, ils ont la PrEP qu'ils peuvent prendre, donc, et ça les protège à 100% contre le VIH. C'est le cumul des méthodes de prévention, dans le fond, qu'on souhaite. Ouais. Et dans le cas d'urgence, il y a la prophylaxie post-exposition, la PEP ou la PPE pour les intimes. C'est moins connu, la PEP?
C'est, oui, beaucoup moins connu. Donc, encore là, donc, dans le milieu médical, ils ne le connaissent pas très bien. C'est très difficile. Donc, la PPE, donc, il faut avoir ça dans les 72 heures après avoir une relation sexuelle. Donc, souvent, il y a des personnes qui se ramassent. Donc, vraiment, ils vont dépasser 72 heures parce que ils attendent à l'urgence, donc on ne veut pas les recevoir rapidement. Ça arrive le week-end, donc ils ne trouvent pas de médecin pour pouvoir les recevoir et avoir le traitement. Quoique, si je ne me trompe pas, donc peut-être qu'il y a un collègue ici dans la salle que j'ai vu qui pourrait me dire si c'est le cas. Les pharmacies peuvent le prescrire, la PPE, donc c'est le cas, hein? Oui, merci. On nous fait signe que oui. Donc, pour plus d'informations, on peut visiter le site Internet de la Coxsida, coxsida.com. Et puis, on vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'entrevue avec Jordan Arsenault, que je vois aussi présent ce soir, de la table des organismes montréalais de lutte contre le sida, la TOMS, à l'émission du 27 mars. C'était sur la campagne de dépistage printanière du VIH et autres ITSS. Très bonne entrevue. Merci, Jordan. Alors, René Légaré, vous êtes coordonnateur à la Coxsida. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Charlie Morin, bonsoir. Allô, Kim, comment tu vas? Hey, ça va bien, toi? Ben, ça peut pas ne pas bien aller Comment à ça? l'approche de la journée de visibilité lesbienne. Je suis un produit 100% lesbien. Ah, c'est vrai. Ben tu nous en avais oui. parlé à ta première chronique. Ben oui, puis je veux jamais que les gens oublient que moi, dans la vie, j'ai des mères lesbiennes. À 31 ans, je suis pas mal un premier. Puis surtout, moi, j'ai entendu Mélodie parler de back in the days, les bars lesbiens sur Saint-Denis dans les années 90. Sachez que moi, j'y suis allé. Moi, mes mères, elles viennent du Saguenay. Là, j'arrête tout de suite les langues sales. Oui, elles sont lesbiennes. Oui, elles sont du Saguenay. Elles ne sont pas consanguines. Ceci étant dit, ça m'a fait un très grand plaisir. Ça m'a fait un très grand plaisir. Ceci dit, elles m'ont eu à Montréal et pendant que ma mère était enceinte, elle étudiait la sociologie à l'UQAM, donc j'étais destiné à être intolérable. Mais aussi, j'ai visité ces bars lesbiens-là dans le bedon de ma maman, dans le bedon de Nathalie, parce que ça allait 5 à 7 après, en sortant de l'UQAM, Suzy, elle sortait de la job, elle venait les retrouver. Imaginez les deux petites pitounes ensemble, puis une enceinte, dans un bar lesbien des années 90. Puis c'était toi à l'intérieur. Ben, et là, vous me direz, ah oui, ta mère enceinte était dans un bar, ça explique beaucoup de choses. Je comprends. Peut-être pas une si bonne décision que ça, mais je suis content d'avoir fait partie de ces bars historiques lesbiens-là, même si je n'étais qu'un paquet de cellules. Puis c'est vrai que c'est pas la première fois que je t'entends parler de tes mères lesbiennes. Non, hein? Non, mais moi, je trouve ça super intéressant que tu le mettes de l'avant parce que, comme tu dis, c'est probablement parmi les premiers enfants au Québec d'une famille homoparentale. Je pense que j'ai pas encore rencontré quelqu'un de plus âgé que moi avec des mères lesbiennes au Québec. Et puis, pour toi, comment, vu que tu en parles, il y a une fierté à porter cet héritage-là? Oui, 100%. Mais je pense aussi qu'il y a un truc de moi, j'ai un regard différent par rapport à ça, étant une personne queer. Je vous jure, là, je vais arrêter d'être sérieux puis je vais faire ma chronique d'humour, OK? Mais là, il y a quand même un truc où je pense qu'il y a un regard différent comme personne queer quand tu as des mères lesbiennes parce que tu vois le chemin parcouru puis ce que ça demande. C'est sûr que moi, mes mères, c'était un moment où, dans les années 90, comme elles étaient dans les premières, elles avaient comme une espèce de pression à la conformité ou pas trop revendiquer parce que ça vient avec beaucoup de travail d'éducation que mes mères étaient juste comme on veut passer au travers. On veut avoir notre famille, pouvoir faire ce qu'on veut. Puis moi, tu sais, mettons, maintenant, tu vas dans une école primaire, je suis pas mal sûr que tu as une dizaine d'enfants sur toute l'école qui ont une famille homoparentale puis que c'est quelque chose qui est su expliquer, ça va. Moi, c'est sûr que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup... moi, ce qui me faisait chier, en fait, c'était l'indiscrétion des gens qui posaient beaucoup de questions parce que c'était absolument nouveau. J'étais la première personne qu'ils rencontraient. Puis c'est beaucoup parce que, à un moment donné, l'indiscrétion des gens et les questions, ça me faisait chier qu'à un moment donné, j'ai arrêté de le dire, t'sais. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, je suis queer as fuck puis je veux rien que parler de ça, là. C'est du gros street cred d'avoir des mères lesbiennes. Je suis comme, yes, mama, I will tell you.
Mais c'est un heureux hasard. Ce midi, j'ai assisté à un webinaire donné par la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et de genre de l'UQAM. Et il y avait justement une étude sur la quantification des microagressions dans les écoles, soit auprès des élèves et des parents homoparentales. Et j'ai été quand même un peu flabbergasté par certains chiffres. C'était assez impressionnant la quantité qui ont affirmé en vivre encore aujourd'hui. Et une des pistes de solutions qu'ils donnaient, c'est entre autres de rendre les formulaires neutres. Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBT+ nous en avait parlé, mais aussi d'inclure des modèles dans les écoles, que ce soit dans les manuels scolaires, des affiches et tout ça. Toi, ça n'existait pas là quand... Non, puis je pense que ça m'aurait facilité la vie aussi si à l'école on était capable d'accepter que comment on fait des enfants, puis même pas juste dans une perspective queer. On s'entend que les hétérosexuels ont accès à la procréation assistée aussi. Il y a des gens qui en ont besoin, mais aussi de nommer que faire des enfants, c'est pas juste du PIV, penis and vagina. Ils ont un nom pour ça. Ah oui. Fait que, non, mais c'est ça, mais sortir aussi des cadres hétéronormatifs pour faire des enfants, ça enlève une pression aux enfants de familles homoparentales d'expliquer ces choses-là, mais aussi du monde qui ont des... Je veux dire, ma cousine, elle aussi, là, est née par insémination artificielle, mais ses parents sont hétéros, fait qu'elle passe pas toute sa calice de vie à en parler, tu sais. À faire l'éducation de tout le monde. C'est ça, là. Bon, merci pour ce témoignage, Charlie, improvisé. Je suis plus capable d'être sérieux. Oh my God, je peux te dire des niaiseries? C'est exactement ce que j'allais te proposer. Je te cède la Fiou. parole. Je te cède la parole. Ça me fait du bien. Kim, c'est le printemps. Puis souvent, avec le printemps, vient un lot de mythes et de mensonges par le big hetero conspiration qui essaye de nous embarquer dans un truc de le printemps, c'est nice. Moi, je pense que c'est la saison la plus queerphobe qu'on a de toutes les quatre. Oui, pire que l'hiver. Je m'explique. Déjà, je pense qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil, c'est du slut-shaming. Juste à regarder les gens marcher dans le village l'hiver pour savoir que, même en hiver, les queers savent se dévêtir. Juste besoin d'une bonne paire de jogging là, pour sortir en booty shorts. Il n'y a pas de problème. En anglais, on dit « real hoes are never cold ». Les vrais guedailles n'ont pas froid. Même à moins 20, on ne sacrifie pas le style à cause de la saison froide. Come on, la gang, là. Nous ne céderons pas à la culture de la peur et de la honte qui nous dit qu'il faut attendre des températures clémentes pour se découvrir, OK? Au stéréo, les tapettes, elles enlèvent leur camisole, peu importe c'est quelle saison de l'année. Ben, on a peur de rien, OK? Ça, c'est vrai! Un autre mythe queerphobe, avec le printemps, les phéromones s'activent. Nous, les queers, on n'a pas besoin d'excuses pour être horny. On fait ça toute l'année. Non, mais eux autres, ils vivent dans la peur. Là. Ils ont besoin d'une percée de soleil pour faire comme « Oh my God, c'est légitime d'avoir de la sexualité. » Je veux dire, respirez, là. Fuck la reproduction. Arrêtez ça, OK? Les cruising spots sont même pas ouverts au printemps. Relaxez, là. Je vais vous en montrer une saison horny quand la track va réouvrir cet été, là. Je veux dire, on voit ça avec les fluctuations de température. Il a neigé à matin. On peut pas cruiser pendant le printemps. Ça marche pas. Puis... le plus grand mythe de la mi-saison et des phéromones qui s'en dégagent, c'est que pendant le printemps, tout le monde est malade. Non, ben pas vrai. Applaudissez si vous avez été malade dans les 2-3 dernières semaines, les gens ici, là. Tout le monde... Non, mais on s'entend, en été ou en hiver, on ne se partage que des petites gonoclames. À la mi-saison, on parle de la grippe, le réel ennemi, OK? Puis, étant queer, on peut même pas revendiquer le fait d'avoir des grippes d'hommes. Nous sommes exclus de ce système patriarcal de qui a le droit de chialer le plus et d'être la plus grosse calice de diva. Il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Moi, j'ai une théorie. Les queers sont moins immunisés contre la grippe parce qu'on n'a pas d'enfants qui sont passés par la garderie. Les straights se reproduisent et envoient leurs enfants ensemble, entassés, et c'est comme ça qu'ils arrivent à développer une meilleure immunité. Arrêtez de dire qu'il faut protéger les enfants des queers. Quand les drag queens vont lire des histoires aux enfants, elles augmentent le bassin immunitaire de la communauté. Elles le font pour nous, OK?
Les parents straight passent leur temps dans les fluides et c'est leur privilège d'immunité. Laissez-nous avoir le peu de défense qu'on peut avoir. La droite veut nous voir congestionnés et fiévreuses. Elle ne veut pas protéger les enfants, elle veut nous voir souffrir. Les queers devraient avoir une prime de congé de maladie due à leur queerness. On est moins immunisés que les hétérosexuels, ils font juste ça, se reproduire. Alors, c'est injuste que les straights aient une excuse supplémentaire pour manquer de la job leurs enfants. Sur ce, je vous appelle à agir. Je nous appelle collectivement à caler malade demain et à ne pas rentrer au travail. Êtes-vous avec moi, le Normandie? Parfait. On colle toutes malade demain. J'en vois pas un à job. On se voit tous dans le jacuzzi de l'Oasis, OK? Bien en attendant, on chante au karaoké. C'est pour ça aussi qu'on sera pas là oui, demain. En attendant, on chante aussi au karaoké jusqu'à demain matin. On ferme pas le Normandie, right? What's your idea of a perfect date? Au G.I. Joe quand ça va réouvrir. Aussi. Je l'avais la référence de Miss Personnalité, c'est demain. Alors, la date idéale de Charlie, je traduis pour les personnes qui n'ont pas entendu. En fait, je répète pour les personnes qui n'ont pas entendu le commentaire. C'était une date au G.I. Joe quand ça va rouvrir, c'est ça? Là, moi, on m'avait dit en mars. On m'a dit en avril. Là, j'attends. Quelle rumeur avez-vous entendu, tout le monde? Pensez-vous que ça va réouvrir? Vous avez espoir? Ah, ça, là, ça me réchauffe le cœur parce que, pour vrai, je suis passé devant puis je voyais encore le bois compressé dans la fenêtre puis je me disais, my happy place, quand est-ce que ça réouvre? Je sais. Quand ça va rouvrir, on va te réinviter à l'émission, Charlie. Tu vas Hey, pouvoir nous raconter pompe, la gang, tes là. retrouvailles avec le G.I. Joe. J'espère que je vais être leur influenceur officiel quand ça va réouvrir. Charlie Morin, humoriste, merci d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir. C'est déjà le mot de la fin. Remerciements à nos invités de la semaine, Laetitia Arnaud-Sicari pour son deuxième reportage sur les safer spaces des minorités culturelles LGBTQ+, ainsi qu'à Marlène Désir, fondatrice de Sweet Like Honey. Merci beaucoup de t'être confiée à nous ce soir. À la Culture Mélodie, Noël Rousseau, je vous souhaite une bonne journée de visibilité lesbienne en fin de semaine. Merci aussi à René Légaré de la Coxida pour la campagne I égale I. Merci aussi de ta confiance et de ton ouverture. Merci à Charlie Morin, humoriste de la semaine, à la technique Chante Abralian, nos interprètes en langue des signes, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépin. Et derrière le bar du Normandie, ce soir, comme tous les soirs, Dominique Séguin. Merci, Dominique. Merci également à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire des Jardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. Je vous invite à venir nous voir ici au Normandie, à venir jaser, rire avec nous. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, comme je le disais, Patreon aussi. Notre infolette, je l'envoie tous les jeudis matins. Et si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'entrevues, écrivez-nous info@commercialtouste.com. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir à l'émission. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Merci.